Bonsoir. C'est une tradition et Madame Arantxa González Laya n'y a pas dérogé. Vendredi dernier, la toute nouvelle ministre espagnole des Affaires étrangères a réservé sa première visite à l'étranger au Maroc. Cette visite intervenant après l'adoption par la Chambre des représentants du projet de loi instituant la zone économique exclusive à 200 miles marins au large des côtes marocaines, certains tablaient sur une visite sous tension. Il n'en fut rien. La diplomatie algérienne, en semi-léthargie depuis quelques années, a été bien servie par l'arrivée fracassante de la Turquie sur le théâtre libyen. Le régime algérien au four et au moulin, sur la sellette, sur les fronts intérieurs et extérieurs, se donne des allures et prend des airs avec une obsession compulsive pour le Maroc. Mais l'Algérie a-t-elle encore les moyens de sa politique? Auparavant, on ira voir du côté de l'entreprise et des jeunes. Lundi dernier à Rabat, sous la présidence du roi Mohamed VI, le palais royal a accueilli la cérémonie de présentation du programme intégré d'appui et de financement des entreprises, avec à la clé 3 conventions. La réunion faisait suite au discours royal à l'ouverture de l'actuelle session parlementaire le 11 octobre dernier. Pour nous éclairer, Hassan Alaoui, directeur de Le Maroc diplomatique, Adnan Dabbar, essayiste politique, et Miloud Lukili, universitaire, spécialiste du droit maritime. Le programme s'articule autour de 3 principaux axes: le financement de l'entrepreneuriat, la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions et l'inclusion financière des populations rurales. Il s'agit de mesures destinées à contenir et à dépasser les difficultés qui entravent l'accès au financement des jeunes porteurs de projets et des très petites entreprises. Une première décision, un taux de crédit à 2%. Une première, c'est Adnan? Oui, de mémoire d'économie, c'est une première. 2%, c'est un temps extrêmement bas. Je ne pense pas qu'il y ait eu une décision précédente ou de la même importance. C'est une excellente décision à la fois pour les entrepreneurs, c'est un message fort tendant à les encourager à initier ce vaste chantier qui est le chantier de la régionalisation et de la valorisation des territoires. C'est aussi un message fort pour dire qu'il faut qu'ils se prennent en charge et ne pas se murer derrière des justificatifs de l'ordre que le financement est cher. Maintenant, le financement est à la portée. Il ne demande pas des garanties. C'est le projet qui se garantit lui-même. Donc, même au niveau risque personnel, il n'y a pas de difficulté et il n'y a pas d'inquiétude à faire valoir. C'est une bonne chose? Excellente, à mon avis, dans la mesure où elle permet quand même d'initier ce vaste chantier de la valorisation du territoire. Le Maroc est appelé dans les prochaines années à valoriser son territoire, c'est-à-dire chaque coin de notre territoire doit être mis en valeur, doit être travaillé, doit être présenté aux autres. Plusieurs chantiers peuvent être déclinés. Le premier chantier, c'est celui de l'agriculture. Vous l'avez dit. C'est le paysan qui parle. C'est le paysan qui parle. L'agriculture, le tourisme rural, la valorisation de notre patrimoine dans son volet artisanat et gastronomie, toute chose est susceptible d'être valorisée. Quand on valorise la chose, ça donne un revenu supérieur, ça permet de créer la classe moyenne, ça permet de sédentariser la population dans leur lieu de naissance et le lieu de vie, de ne plus regarder comme Casablanca, Tanger et Rabat comme les seuls débouchés pour un emploi, ou peut-être autre que le Maroc. C'est une manière de dire le Maroc est riche, mais levant un mot d'ordre extrêmement important pour les 10 prochaines années, valorisant notre territoire, faisant éclore les richesses, les énergies, faisant en sorte que le Marocain puisse être fier de ce qu'il fait. Je terminerai par une seule chose qui m'a beaucoup affecté, disons positivement. Il y a quelqu'un qui est venu une fois à faire une tournée gastronomique au Maroc et il a goûté une pizza medfouna à Taza. Il l'a qualifiée comme une des meilleures pizzas au monde.
Pourquoi nous, Marocains, on ne savait pas qu'il y avait la meilleure pizza ou une des meilleures pizzas au monde? Parce que nous ne valorisons pas. Marocaine aussi. Ah oui, nous ne valorisons pas nos biens. Nous avons tendance à croire que les autres, c'est mieux. Si nous travaillons le territoire, si nous travaillons notre patrimoine et notre culture, je pense qu'il y a un gisement magnifique d'emplois à créer. Et je salue l'initiative, bien sûr, parce elle va dans le sens de l'histoire et de la mise en valeur de notre pays. Ben, merci. Moi, je reviendrai à vous pour une question tout à l'heure. Moi, je ne peux qu'abonder dans le sens de ces Adnan, mais je vois, au-delà de tout ça, je vois quand même quelque chose de plus important et plus significatif. C'est finalement la volonté royale, n'est-ce pas? D'abord, c'est un message, mais c'est la volonté royale d'une continuité dans la réflexion et dans la mise en œuvre des grandes réformes, et surtout sa sollicitude par rapport, par exemple, au monde rural, aux populations, je ne dirais pas pauvres, mais enfin démunies, n'est-ce pas, pour leur donner à la fois l'instrument, si vous voulez, de sortir de leurs conditions, les moyens, surtout les moyens financiers, et puis cette histoire de 2% du taux vraiment unique, je veux dire, dans l'histoire du Maroc, encore que Sa Majesté a demandé pour le monde rural, il a demandé 1,75%, ce qui est quand même extraordinaire. Mais puisque c'est les banques qui ont décidé, comme on a vu hier, la Banque du Maroc a sorti le communiqué, je trouve que c'est très significatif. Et ça rejoint un petit peu, si vous voulez, la sollicitude royale par rapport aux populations dont il a fait aujourd'hui, les populations rurales et les populations démunies, dont il a fait aujourd'hui... Est-ce que la structure bancaire, je parle au niveau logistique et dans le milieu rural, est capable de suivre? Mais bien sûr qu'il faut qu'elle suive et qu'elle s'adapte. De toute façon, le discours du 11 octobre dernier devant les deux chambres du Parlement était clair, limpide, et donc il dégageait à la fois les objectifs, la méthode. La méthode, évidemment, c'est adaptez-vous. C'est vous, il a fait. Et d'ailleurs, nous autres journalistes, on a commencé à titrer uniquement, je veux dire, nos papiers, nos articles sur le rôle des banques, le rôle futur, qui n'est plus une mission simplement de rentier ou de dépositaire, mais maintenant des éléments, je veux dire, des acteurs actifs du développement économique. Merci Hassan. Adnan Debbar. Votre question elle est très importante parce qu'il ne suffit pas d'émettre des décisions, il faut que l'intendant suive. Effectivement, il y a eu un accord entre le Crédit agricole du Maroc et les postes pour mettre à disposition de l'ensemble du territoire. Voilà un maillage de territoire. Je précise pour les téléspectateurs, c'est l'une des trois conventions qui ont été signées en présence des souverains. D'où l'intérêt de votre question, parce qu'il ne suffit pas d'émettre une décision, il faut que la possibilité de les décliner au niveau de l'ensemble du territoire. Cette déclinaison se fera au niveau de cette structure, de cette alliance entre Baril el-Maghreb et le Crédit agricole. Et aussi, ce qui est très important, il ne suffit pas de donner le financement, il faut qu'il y ait un accompagnement et un encadrement de ces auto-entrepreneurs ou ces petites ou TPE. Avec un taux qui peut, 2% historiquement bas, qui ne peut que inciter, encourager à la bancarisation du milieu rural. Alors, Silouki, j'aimerais vous poser une question, bon, peut-être pas très financière ni économique, mais culturellement. Est-ce que le monde rural est prédisposé aujourd'hui, ou est-ce qu'il y a à cette initiative, ou est-ce qu'il y a un travail, un accompagnement à se faire, celui de la société civile, celui également des fondations des banques, pour susciter l'intérêt au niveau rural de cette décision? J'aimerais tout d'abord m'inscrire dans le droit fil des observations de mes amis, que je partage tout à fait. Et je crois que la réponse a été donnée par Sid Debbar à votre question. Il faudrait absolument ça c'est au niveau logistique, c'est un encadrement. Il faut un encadrement de ces populations. Jean Bodin disait qu'il n'est de richesse que d'hommes. Moi, j'ajoute que de femmes et d'hommes. Le Maroc est riche par ses femmes et ses hommes. Surtout dans le milieu rural. Dans le milieu rural, plus particulièrement. Et c'est pourquoi ce qui a été fait il y a de cela 3 ou 4 jours, sous la présidence de Sa Majesté, est un événement qu'il faudrait saluer de toute son énergie.
le message est fort. Il s'adresse à tout le monde. Il faudrait faire éclore une sorte d'éco-citoyenneté, une citoyenneté agissante à l'effort duquel il faut l'engagement, la mobilisation de tous, et plus particulièrement de la société civile, les associations professionnelles. Et il faut incontestablement sensibiliser les partis à la nécessité d'encadrer la population rurale sur la nécessité de faire aboutir ce projet, parce que c'est un projet de société. Un projet de société qui, faut-il le remarquer, s'insère à n'en pas douter dans le droit fil de ce grand contrat social que projette d'établir le Maroc dans le cadre de ce qu'on appelle le nouveau modèle de développement. D'accord, merci Silou Kilib. Bon, je reviens, je récapitule. Il s'agit de 3 axes: le financement de l'entrepreneuriat, la coordination des actions d'appui et d'accompagnement de l'entrepreneuriat au niveau des régions et l'inclusion financière des populations rurales, avec ce taux de crédit à 2%. On l'a dit, on le redit, une première. On passe maintenant à un domaine qui est votre spécialité, Silou Kilib, c'est l'extension de la zone économique exclusive. Il a été parmi les sujets les plus importants qui ont été discutés par la ministre espagnole des Affaires étrangères et son homologue marocain. On sait que cette extension est importante, sachant que la dernière délimitation de la zone économique exclusive s'arrêtait à Tafaya bien avant la marche verte. Quoi de neuf dans cette démarche du Maroc ? Quoi d'essentiel et de vital, ou plutôt de capital pour l'économie marocaine? Ce qui s'est passé au Parlement, l'adoption à l'unanimité par la représentation nationale de textes, de projets de loi touchant le domaine maritime marocain, c'est un événement majeur. Mais encore faut-il dépassionner le débat. Il ne s'agit pas, à mon sens, d'une extension. Il s'agit de quoi? Il s'agit d'un habillage, d'une régularisation d'une situation. L'extension a déjà eu lieu en 1981. Le Daïr, pourtant loin d'une zone économique de 200 000 marins, il existe depuis maintenant 1981. Quelles sont les nouveautés? À mon sens, il y a 2 ou 3 grandes innovations que contiennent les textes. Première innovation, c'est la mise en adéquation, la mise en osmose, en pleine intelligence, en pleine musique, de l'arsenal juridique interne avec le droit international, plus particulièrement le droit international de la mer. Et ici, force est de rappeler que le Maroc a été un acteur principal dans l'édification du nouvel ordre juridique des mers et des océans tel qu'il est incarné par la Convention de Montego Bay de 1982. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Maroc a une doctrine constante en matière de droit de la mer depuis, plusieurs décennies. Et qu'est-ce qu'il a fait récemment? Eh bien, il a accordé son droit interne au droit international. N'oublions pas que le Maroc a signé la Convention de Montego Bay de 1982, qui est considérée comme étant la Constitution, la Magna Carta, le traité des traités des droits de la mer, la Bible des droits de la mer. Il l'a signé en 1982, mais il ne l'a ratifié qu'en 2007. 2007. 1987. 2007. D'accord. La Convention est entrée en vigueur à l'échelon international en 1994. Cette Convention est très importante parce qu'elle a mis sur pied 3 organes. Le Tribunal international des droits de la mer, qui siège à Hambourg, l'Autorité internationale des fonds marins, qui siège à Kingston, à la Jamaïque, et la Commission des limites du plateau continental. Donc le Maroc, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il a ajusté en quelque sorte le gouvernail en fonction de
sa ratification ou son adhésion à la Convention de 1982. Deuxièmement, qu'est-ce qu'il a fait, le Maroc? Eh bien, le Maroc, et en évoquant ces textes, cela me fait penser à ce que disait Napoléon. Chacun fait la politique de sa géographie. Et Feu Hassan disait, chacun fait la politique de ses intérêts. Le Maroc, qu'est-ce qu'il fait? Le Maroc, sur le plan de la géomaritimité, c'est un pays insulaire, pratiquement. C'est une presqu'île. Il est je serais tenté de dire qu'il est tri-océanique. Il est à la fois méditerranéen, il est gibraltarien et il est atlantique. Et qu'est-ce qu'il a fait récemment? Comme le couturier, en fin couturier, il a confectionné un habillage conformément à sa géomaritimité, de Saïdia jusqu'à El Gouira. Eh bien, le texte est maintenant, il gagne en clarté, le texte gagne en transparence, et le texte gagne également en préservation des intérêts légitimes du Royaume du Maroc. Nous avons, avec nos pays voisins, n'oublions pas que sur le plan des délimitations, nous avons plusieurs pays voisins. Nous avons des pays limitrophes. Au sud, par exemple, nous avons la Mauritanie et nous avons, en face, nous avons l'Espagne. Mais sur le plan du prolongement naturel du territoire sous la mer, c'est-à-dire le plateau continental, également les îles Canaries. Les îles Canaries, l'Espagne, toujours. L'Espagne, mais nous avons même le Sénégal et le Cap-Vert. Donc nous sommes, excusez-moi chers amis, pour le maritimiste que je suis un homme de la mer, le Maroc est une puissance maritime par excellence. Qui s'ignore, hélas. Et c'est pourquoi moi je suis heureux, parce que ce qui a été fait récemment, c'est une embellie. C'est telle cette hirondelle qui annonce le printemps maritime de notre pays. J'ose espérer qu'à partir de cette vocation, qui est confirmée maintenant, consolidée par les textes, eh bien j'ose espérer que le Maroc édifiera une véritable stratégie globale, intégrée dans le domaine maritime. Je ne peux que saluer l'initiative, bien sûr, et je salue aussi la qualité de l'intervention. La qualité de l'intervention du professeur. Je ne vais pas attaquer le volet juridique. Je pense qu'il a été très bien expliqué. Que puis-je dire de plus que de remarquer, encore une fois, que notre diplomatie avance. Elle avance, et je trouve que la manière aussi dont elle a traité ce dossier, avec la sérénité qui s'y est, avec la conviction, le professionnalisme qui s'y est, n'a pas suscité d'exclandre avec notre voisin du Nord. Et nous avons, comme disait l'Hirondelle, moi je dirais que ça s'est passé comme une lettre à la poste. On a reconnu un petit peu de manière subliminale notre droit à nous retrouver dans notre... Alors là j'aimerais qu'on fasse quand même une petite halte. Il y a eu la visite de la ministre espagnole, et Silo Kili, tout au début de son intervention, il a dit il faut dépassionner le débat. Et on a vu que dès que le Maroc avait lancé sa décision d'étendre sa zone économique, il y a eu une levée de boucliers tout de même, notamment dans les îles Canaries, en Espagne. Le Maroc allait encore se trouver probablement, éventuellement, potentiellement en conflit ou en tension avec l'Espagne. Or, on l'a vu, la visite de la ministre espagnole s'est bien passée, c'est de bons auspices. Il a reconnu le droit de doter le Maroc de fixer sa zone économique comme... C'est un droit souverain. C'est un droit souverain, mais on relève quand même qu'il y a entre les lignes quelques divergences sur peut-être certaines zones, certains endroits. Je reviens à Hassan après. Notre diplomatie a bien joué cette partie. Ce que je relève dans la déclaration de la ministre espagnole, c'est que
Elle a placé les relations maroco-espagnoles comme des relations qui transcendent les gouvernements. C'est une alliance stratégique. Elle a qualifié ça de relation d'État à État. C'est-à-dire que nous ne sommes plus dans la contingence politique. Non, nous ne sommes pas encore toujours dans les changements de gouvernement. Nous sommes dans une situation... Notamment dit, si vous permettez, Sanan, il a notamment dit que le Maroc est une zone stable dans une région instable. Tout à fait. Et là, il a aussi dit qu'en ce qui concerne le Sahara, la position d'Espagne est une position d'État et qui transcende les alliances, les partis, parce qu'on avait la crainte avec l'alliance Podemos et les socialistes du PSOE que ça influe sur la position espagnole. Il n'en est rien. Et même que cette histoire de zone économique n'a pas vraiment influé du moment que des deux côtés, on a reconnu le droit de l'un et de l'autre. C'est dans cette intelligence. Hazen. Moi, je voudrais aller dans ce sens encore. C'est que cet accord, entre guillemets, sur la zone économique ou la zone maritime, le territoire maritime du Maroc, c'est très important parce que ça tombe à point nommé. D'abord, je souligne le fait qu'effectivement, c'est un gouvernement de gauche espagnol. Et Dieu sait qu'avec la gauche espagnole, le Maroc n'a jamais eu, finalement, quand on regarde un petit peu l'horizon, n'a jamais eu de problème sérieux. La gauche du PSOE. Du PSOE, je parle. Oui, mais comme tu l'as souligné... On a eu des problèmes avec les autres gauches. Comme tu l'as souligné, Podemos pouvait éventuellement surgir comme ça. Et j'ai inscrit cet accord ou cette compréhension parce que finalement, c'était nécessaire qu'on en arrive là avec l'Espagne. Il fallait qu'on en arrive après l'accord de Madrid sur le Sahara, après les relations, je veux dire, bilatérales et passionnelles même entre les deux pays historiques, je veux dire. Après, évidemment, j'allais dire, l'accord tacite ou clair entre les deux pays sur l'immigration et tout ça. Maintenant, c'est la sécurité qui prime, bien sûr, parce que le Maroc, c'est un peu l'arrière ou l'avant-poste en Afrique et au Sahel pour l'Europe et pour l'Espagne en particulier, n'est-ce pas? Donc, il fallait qu'on en arrive là. Je souligne que, moi, je pense que personnellement, cet accord, entre guillemets, toujours, c'est parce que maintenant, ils ont parlé de compréhension. Ce matin, il y a eu une déclaration où ils soulignent un petit peu leur rapprochement spectaculaire, je veux dire, les deux diplomaties. Parce qu'avec cet accord, il y a l'horizon, si vous voulez, du règlement du problème du Sahara. Et finalement, le Maroc s'inscrit tout simplement, comme disait Siloukili, dans sa souveraineté totale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Tarfaya a été restitué en 1959, n'est-ce pas, qui est un territoire dans le territoire, et c'est défini en 1968. Parce que le Maroc n'a jamais été, si vous voulez, le Maroc a été colonisé par étapes. C'est libéré par étapes. Et c'est libéré par étapes. Ce n'est pas une négociation globale qui est venue libérer le Maroc aujourd'hui. Et donc, aujourd'hui, nous arrivons finalement au terme d'un processus qui, je le souhaite, moi personnellement, et je le vois venir, c'est un règlement définitif parce que les Nations Unies, de toute façon, ont été saisies depuis 1956 ou 61 par le Maroc au sujet de son intégrité territoriale et de sa souveraineté. Et donc, je m'en réjouis moi aussi. J'aimerais juste souligner que les deux capitales ont insisté sur le principe du dialogue pour résoudre tout chevauchement de leurs domaines maritimes respectifs et l'attachement de leur pays au droit de la mer et le rejet de toute mesure unilatérale. C'est-à-dire que ça va partir dans les deux sens. On voit qu'il y a des développements à venir, qu'il y a encore des rencontres à suivre. C'est ce qu'on va voir dans la deuxième partie, enfin en partie, bientôt, et enfin tout de suite. À tout de suite. Rebonsoir dans ce débrief du 31 janvier 2020, toujours avec Adnan Debbar, essayiste politique, Hassan Alaoui, directeur de Le Diplomatique du Maroc avec sa version électronique, et le professeur Miloud Loukili, universitaire, spécialiste de droit maritime, qui nous a bien éclairé aujourd'hui sur l'aspect juridique. Alors, on en était dans la première partie à l'attitude espagnole. C'est-à-dire, en d'autres temps, peut-être il y a 15 ans ou 20 ans, ça aurait suscité une tension extrême, énorme. Les choses ont évolué, ça veut dire, est-ce que les relations maroco-espagnoles sont arrivées à une certaine maturité, de telle manière que l'intérêt bien compris, pour utiliser l'expression
employé il y a longtemps par Feu Hassan II, c'est Adnan. À la fin des années 2000, l'Espagne avait pour objectif central en Afrique de faire du Maroc le premier partenaire et d'être le premier partenaire économique européen du Maroc. Quelle date? Le think tank s'est réuni en 1998. Elle s'était fixé un objectif. Parce que le début 2000, ça a été une grande tension. C'est pour ça que j'ai demandé la date. La tension était liée à l'envie d'être le premier partenaire. C'était un jeu aussi politique. Elle a réussi. Avec Aznar, ça n'a pas été elle a réussi à le faire puisqu'en 2011, l'Espagne a supplanté la France en tant que premier partenaire économique du Maroc. Elle le demeure toujours. Et ce qui est intéressant dans ce partenariat, ce n'est pas un partenariat de vente et d'achat, c'est une imbrication des entreprises marocaines et espagnoles dans une chaîne de valeur. Maintenant, il y a des produits qui se produisent en partie au Maroc et se complètent en Espagne et vice-versa. Nous sommes arrivés à la situation où l'Espagne occupe la place de premier partenaire. Nous sommes, en tant que Marocains, premier partenaire de l'Espagne en Afrique et deuxième partenaire de l'Espagne dans le monde à l'exclusion de l'Union européenne. Nous sommes précédés uniquement par les États-Unis d'Amérique. Donc, le partenariat marocain-espagnol s'inscrit dans la durée. C'est un partenariat gagnant-gagnant qui transcende les partis politiques, qui transcende les intérêts de Podemos ou l'extrême droite ou les gesticulations des uns et des autres. Nous avons des entreprises par centaines et peut-être par milliers qui sont espagnoles qui sont implantées au Maroc. Nous avons des échanges. Bien au contraire, bien que ça peut paraître un petit peu prétentieux, l'Espagne espère un jour être les États-Unis et nous le Mexique, c'est-à-dire nous alimentons l'arrière-pays de l'industriel agricole. Pas dans la nature de nos relations actuelles. Justement, c'est pour cela. Mais nous trouvons que les relations avec l'Espagne, ce sont des relations saines qui s'inscrivent dans la durée, économique, sécuritaire, migratoire. Tout ça, ce sont des éléments qui ont fait que la maturité aussi de l'attitude du Maroc, la sérénité avec laquelle il traite ce dossier, a fait que nous avons gagné un partenaire au nord qui a été historiquement un partenaire difficile à gérer. Nous l'avons occupé 8 siècles, il nous l'a bien rendu après 4 ou 5 siècles. Maintenant, continue quelque part. Elle continue quelque part. Mais l'histoire est toujours là, mais nous espérons que le 21e siècle sera aussi un siècle maroco-espagnol. Alors, Semiloud Leukili, on parle de, je le disais tout à l'heure, je vais le relire, que les deux capitales ont souligné le principe du dialogue pour résoudre tout chevauchement de leurs domaines maritimes respectifs et l'attachement de leur pays au droit de la mer, etc., etc. Alors, ce chevauchement, c'est quoi au juste? Moi, je ne cache pas ma satisfaction de voir, et je rejoins ce que mes amis, ce que vous avez dit il y a un instant, je ne cache pas ma satisfaction de voir que les relations entre le Royaume d'Espagne et le Royaume du Maroc sont désormais des relations rassérénées, apaisées. Parce que, si l'on revient à l'histoire, et l'histoire récente, en 1973, d'ailleurs les textes qui ont été, un des textes revisité tout récemment par nos autorités et adopté à l'unanimité par nos représentants à la Chambre des députés, un des textes, à savoir le Daïr de 1973 portant création d'une zone de pêche de 70 000 marins. À l'occasion de son adoption, on avait pratiquement assisté à une déclaration de guerre de la part des autorités espagnoles de l'époque. Oui. Une véritable armada était au large de nos côtes et on était à deux pas d'une guerre s'il y avait la sagesse de feu Sa Majesté le roi Hassan II et bien entendu des responsables espagnols. Les choses ont évolué depuis. L'initiative marocaine, c'est pourquoi il faut dépassionner le débat. Et j'ai l'impression qu'on est en train de provoquer une tempête dans une tasse de café. De Média TV. Le Maroc
a déjà une zone économique exclusive de 200 000 marins depuis 1981. Qu'est-ce qu'il fait? Le Maroc est fidèle à une démarche sur le plan de ses relations internationales, démarche consistant à respecter le voisinage, à s'engager dans la voie de la paix. Non, mais je n'ai pas compris pourquoi vous dites qu'on est en train de faire une tempête dans un verre d'eau. Oui, parce que le fait d'en parler beaucoup, ça n'arrange pas les choses. Moi, j'estime Pourquoi? personnellement. Peut-être parfois en parlant, ça va mieux. Oui, ça va mieux, mais C'est-à-dire, on l'a vu, il y a eu... Alors, moi, je reviens à ma question. Quand je dis, excusez-moi, quand je dis tempête, c'est je vise plus particulièrement nos voisins de l'Est. Ah, Nos voisins de l'Est. Il faut être un peu plus explicite. Dites l'Algérie. Ou l'Algérie. Et l'Algérie, qui mieux que moi pour connaître l'Algérie, puisque je suis natif d'Algérie. J'étais quand même... Je suis un jet de fleurs de nos frères. Ou de Pierre. Là, de Pierre, non. De fleurs de nos frères et sœurs algériens. Seulement, le Maroc, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il actualise sa législation, parce que n'oublions pas, une des innovations les plus importantes de l'arsenal qui vient d'être adopté par la Chambre des députés est la suivante. C'est qu'on modifie le titre même, la philosophie et le titre de la loi de 1981 portant création d'une zone économique. Et on additionne, on joint à la zone économique le plateau continental. C'est là où l'on peut parler d'extension. Alors, le plateau continental, c'est quoi? Le plateau continental, c'est la continuation du territoire terrestre sous la mer. Tout dépend des caprices de la nature. Il y a des pays qui ont un plateau continental très réduit. Et je songe plus particulièrement à aux frères d'Algérie. Et il y a des pays qui ont un plateau continental qui avance doucement, progressivement vers les fonds. C'est le cas du Maroc. Et quel est l'intérêt? Alors attends, avant qu'a fait le Maroc? Le Maroc a entamé de façon très intelligente. Parce qu'il faut que le téléspectateur comprenne, et nous comprennent très bien. Le Maroc a entamé des recherches. Le Maroc a entamé des recherches sérieuses avec l'appui de consultants et de conseils reconnus à l'échelon mondial. On a une meilleure connaissance maintenant de notre milieu maritime et plus particulièrement de la configuration sédimentologique, géomorphologique de notre plateau continental. Et nous sommes maintenant en droit de dire que notre plateau continental avance et il dépasse même la zone économique de 200 000 marins et il peut aller plus loin. Conformément aux dispositions pertinentes de la Convention sur le droit de la mer, le Maroc est légaliste. 1 million de kilomètres, n'est-ce pas? 1 million de kilomètres. Non, jusqu'à 350 kilomètres au large. Nous avons maintenant, à l'heure où je vous parle, depuis 1981, nous avons une zone économique exclusive maritime, un domaine maritime de 1 100 000 km², qui dépasse de loin la superficie terrestre. Quels sont les enjeux? Eh bien, les enjeux sont évidents. Il y a les ressources, dans la zone économique, il y a les ressources vivantes. Mais il y a également, ce qu'on appellerait sur la terre, anguilles sous roche, il y a les ressources qui gisent sur le fond ou à l'intérieur du pétrole. Appelons les choses par bien sûr, énergétique, gaz, pétrole et autres ressources. Très bien, c'est très bien. Maintenant, j'aimerais bien qu'on me dise le chevauchement, c'est Adnan. Le chevauchement de quoi? Parce que je reviens à ma question. Alors, les deux capitales veulent résoudre le chevauchement par le dialogue, là où il y a aujourd'hui. J'aimerais bien qu'on puisse comprendre où se trouvent ces chevauchements. À mon sens, d'après la lecture, je ne suis pas spécialiste, mais il y a le problème des îles Canaries. Les îles Canaries est un archipel, ce n'est pas un État. S'il était un État, il aurait droit, normalement, d'après la législation internationale, à 200 000 marins. Il y aurait eu chevauchement. Sauf que ce n'est qu'une part. Mais les îles Canaries ne l'entendent pas de cette oreille. Non, les îles Canaries est un archipel, c'est le droit international. Le gouvernement local. Il appartient à l'Espagne. Comme ce n'est qu'un archipel qui appartient à l'Espagne, il a droit seulement à 12 000 marins. Donc,
C'est gesticulation. Alors, voilà, on a les parler îles, on comme a les ça. îles Canaries. On a les... La réponse elle a été donnée en partie par mon ami Sidbar. Je voudrais simplement, Excusez cette... non, je voudrais simplement ajouter une chose. Il ne faut pas s'excuser. Je voudrais Surtout pas. simplement ajouter une chose. C'est la réponse que je voulais. C'est que le Maroc, en décrétant donc une législation lui reconnaissant une zone économique de 200 000 marins, c'est-à-dire 370 km de large, et un plateau continental qui peut aller jusqu'à une limite maximale de 350 000 marins, c'est-à-dire pratiquement 620 ou 640 km, eh bien, incontestablement, son domaine maritime va entrer en contact, en chevauchement avec un certain nombre de zones maritimes. Avant de parler des îles Canaries, mais il y a aussi un chevauchement avec les îles Madère, le Portugal. Et nous avons également des chevauchements avec des pays voisins, la Mauritanie, nous avons même le Sénégal, nous avons le Cap-Vert et nous avons l'Espagne en ce qui concerne le plateau continental. Alors, Du côté méditerranéen ? Du côté méditerranéen, il n'y a pas de problème. Il y a un problème de reconnaissance des titres juridiques et c'est pourquoi tout à l'heure, vous avez bien fait de le dire, nous avons avec nos frères, cousins, espagnols, les meilleures intentions. Nous avons une histoire commune. Nous avons été chez eux. Ils ont été chez nous. Nous avons même fait émerger une des meilleures civilisations au monde. Mais seulement le pouvoir espagnol occupe toujours une partie du royaume. C'est les villes de Ceuta, Melilla et les îles Zafarine. Il faut que ces villes reviennent à la mère patrie, parce que c'est un anachronisme et nous ne pouvons pas Un anachronisme appelé à disparaître par le dialogue, la négociation. Tout à fait. Et d'où le dialogue. Et c'est pourquoi le Maroc, même en revisitant sa législation, en reconfigurant un peu sur le plan de l'habillage juridique, pour une meilleure consolidation de ses droits, de ses intérêts légitimes, eh bien le Maroc tend la main aux autres États et plus particulièrement à l'État voisin. Nous voulons arriver à un accord. Nous ne voulons pas consacrer le diktat d'un outil, d'un élément. C'est ce que les deux ministres, les deux homologues marocains et espagnols ont décidé justement qu'aucun des deux pays n'agirait de façon ou n'imposerait de façon unilatérale un fait accompli. On espère que ça va évoluer toujours dans le bon sens, toujours dans cette maturité, car quand on atteint les relations maroco-espagnoles, nous avons encore un thème qu'il faudrait bien évoquer aujourd'hui, c'est ce qui se passe en Libye, en Algérie et dans le voisinage. Ça nous concerne aussi. On a su, le président turc Erdogan vient de rendre visite en Algérie. Quelques jours avant lui, c'était le chef de la diplomatie française, Yves Le Drian. Sur le front libyen, l'Algérie a amassé à peu près 50 000 hommes de ses troupes et l'essentiel de son arsenal. En même temps, le Maroc continue d'être une obsession compulsive pour les frères algériens. On les voit qu'il y a de nouvelles préoccupations d'ordre géopolitique et stratégique, mais en même temps, on les voit, même un tournoi de foot de salle, oui. on en fait un cas de campagne sur un prétendu droit international ou violation de droit international. C'est Hassan. Vous avez bien fait de parler. Vous excusez ma voix aujourd'hui. Vous avez bien fait de parler d'obsession compulsive, parce qu'en effet, il s'agit bel et bien de ça. De toute façon, qu'il y ait ou non changement en Algérie, on le constatera toujours, et personnellement, je l'ai toujours pensé. Rien ne changera, n'est-ce pas? Le nouveau président de la République algérienne, de toute façon, d'emblée, avant même qu'il ne soit élu, a exprimé un petit peu... C'était le gage qu'il a donné pour être choisi par l'armée. Tout à fait. Et donc, encore une fois, tu viens de le dire, l'armée, c'est le pilier, c'est l'armée qui conduit tout depuis 1962 et rien n'y changera. C'est un petit peu l'image de cette serrure dans laquelle on ne pourra jamais rentrer une clé parce que c'est toujours bouché, c'est fermé. On passera encore, à mon avis, des années et des décennies. Ce n'est pas comme ça. Et donc, évidemment, sur la Libye, ils ont essayé de récupérer le dossier, mais je trouve que c'est un échec cuisant
parce que l'Allemagne, n'est-ce pas, Mme Merkel, qui a réuni son petit sommet, aujourd'hui même, il y a un sommet à Brazzaville, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner encore, n'est-ce pas, mais parce que M. Sassou Nguesso, c'est parce que, évidemment, c'est l'Union africaine et tout ça, peut-être, espère-t-on. Ça n'a jamais été le fort de la Commission, d'ailleurs, ça a été souligné, Voilà. de la sécurité et de la paix, Tout de à fait. vraiment régler les problèmes en Afrique, et on a tellement... La Commission d'Afrique que préside l'Algérien, notre ami, je ne sais pas comment il s'appelle, c'est plutôt alimenter le feu, souffler sur le brasier, ce n'est pas comme ça, n'est-ce pas? L'Afrique, l'Union africaine, elle est tout simplement maintenant un acteur... Elle est animée de bonne volonté, mais elle est également impuissante en présence des forces qui sont à l'œuvre en Libye. Donc l'entrée en jeu du président turc, c'est anachronique, comme vous disiez tout à l'heure. L'arrivée pour récupérer le dossier de l'Algérie, c'est aussi un anachronisme, parce qu'elle a été absente depuis 10 ans. C'est quand même grave. Et maintenant... Elle essaie de se réveiller, elle essaie peut-être d'évacuer, on le verra si le temps nous le permet, d'évacuer les problèmes internes, le front interne sur le front externe, et cette mythologie de la puissance régionale incontournable, c'est net. Et je termine, s'il te plaît, je termine. Et la Libye, pour moi, c'est un métalangage. Pourquoi ? Parce que c'est le prolongement de ce qui se passe aujourd'hui de très grave en Méditerranée, où il y a évidemment le pétrole et le gaz, et l'entrée en jeu de la Turquie et d'Israël. Il dira aussi à l'eau. Et à l'eau, il a dit la fois dernière, l'eau des nappes phréatiques. Voilà, et donc il ne faut rien espérer, à mon avis, de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'il faut faire parler et rapprocher vous ne les deux croyez pas leaders. que peut-être sous la force de la géopolitique, des besoins, il y a quand même une évolution, qu'il lui faudra du temps, Siadlen ? La diplomatie algérienne est en quête de légitimité, parce qu'elle a des difficultés. La première des difficultés, c'est qu'elle a des problèmes internes. Il n'est pas nécessaire de s'étaler. Depuis un an, il y a des problèmes internes. Les gens sont dans la rue, les gens qui s'occupent de l'Algérie ne sont pas dupes. Ils savent que le régime est affaibli parce qu'il a des problèmes internes. Deuxièmement, l'Algérie a des problèmes économiques énormes. Elle n'a qu'un seul produit qu'elle exporte pratiquement. 97% de ses exportations sont constituées d'hydrocarbures. Depuis 1962, malgré les tentatives répétées, elle n'a pas pu se constituer une économie qui puisse exporter des produits, comme le Maroc, des produits variés. Quand on veut faire de la diplomatie, il faut avoir une certaine sécurité à l'intérieur du territoire, il faut qu'il y ait une accalmie, une ordre social stable, il faut avoir une économie qui marche, qui tourne, et il faut avoir, en troisième lieu, la possibilité de se vendre comme un pays qui est dans un bon voisinage. Or, ce n'est pas les trois éléments qui sont constitutifs de la situation algérienne actuelle. Ces trois éléments qui ne sont pas constitutifs font que chaque fois que l'Algérie essaye d'aller vers d'autres, ces autres lui disent « vous êtes la bienvenue », mais il faut payer le prix. La visite d'Erdogan est un cas d'école. Il est venu, certes, pour parler de la Libye et des problèmes avec la Libye, mais il a amené les hommes d'affaires turcs avec lui. On oublie, c'est-à-dire, vous voulez de la paix, vous êtes faible, il faut payer le prix, et le prix, c'est la proposition de la Turquie de l'instauration d'un accord de libre-échange. Avec la France, c'était l'activation de l'accord sur le Sahel. De l'accord sur le Sahel de 2015 qui a été voilà la géostratégie qui se décline au-delà des personnes, de manière très très claire, c'est-à-dire vous êtes dans une situation de faiblesse. Je le regrette personnellement, parce que je crois au Maghreb, et je crois que les dirigeants algériens finiront par être convaincus que la construction d'une économie forte pour l'Algérie passe par le Maghreb, qui a les attributs pour l'aider à construire cette économie forte. Alors, justement, cette perspective maghrébine qui peut s'ouvrir, ce débat, malgré la contestation, malgré tous les conflits, est-ce que ça peut donner lieu à une nouvelle maturation, une nouvelle maturité plutôt au sein du pouvoir, une révision de ces concepts? Moi, je suis de nature à ne jamais insulter l'avenir. Il faut croire en la volonté des peuples, surtout les deux peuples. Nous sommes deux peuples frères. Et le peuple algérien voue une très grande admiration, une amitié pour le peuple marocain et réciproquement. Moi, je constate que tout récemment, il y a des voix
qui tranche avec le discours officiel, avec la rhétorique du pouvoir officiel. Ces voix militent pour le Maghreb, la réouverture des frontières, de la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Ces voix, et nous l'avons vu à plus d'une reprise au niveau des manifestations, disent qu'ils n'avaient rien à voir avec le Polisario, que le Polisario, la facture a été lourde pour l'Algérie en alimentant un élément sécessionniste. Et puis, il y a surtout ces voix que nous avons constatées, que nous avons remarquées au niveau d'un certain nombre de hauts responsables algériens, de personnalités politiques, notamment l'ex-patron du FLN, qui a dit de la façon la plus claire que le Sahara est marocain. Il y a des perspectives. Moi, en tant qu'universitaire, en tant que membre de la société civile, j'estime que la main tendue par le Maroc, il faudrait la maintenir et la consolider. Et il faudrait tisser un bridge, tisser un pont avec la société civile algérienne. Il faut garder le contact. Il faut que ça bouge au niveau de l'Algérie. Le pouvoir est fossilisé. Le pouvoir, il est tellement fossilisé. Je reviens vers vous aussi, Hassan Alaoui, qu'on voit que Chengriha, le chef d'état-major, l'est par intérim depuis maintenant le décès de Gaïd Salah. Oui. Ça fait à peu près, on est dans les 2 mois à peu près. Ça veut dire que le problème n'est pas tranché au niveau de l'armée? Jamais de la vie. Je disais que la vraie structure, le vrai pouvoir en Algérie, c'est l'armée. Oui, l'armée, mais ça ne changera pas comme ça automatiquement, parce que de toute façon, tout ce que nous avons vu ces derniers mois, le départ Bouteflika, le Hirak, les mouvements, etc., les interventions des uns et des autres, des anciens sages et des nouveaux leaders et tout ça, ça participe un petit peu d'une grande confusion qui n'est pas du tout, qui ne se terminera pas. Et ce n'est pas l'élection d'un ancien apparatchik comme, pardonne-moi l'expression, comme voilà. Donc aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est qu'il faut, comme a dit Similoud, il faut espérer qu'un jour une conscience commune émerge. Et qu'elle dépasse un petit peu ces contingences, surtout algériennes. Et nous pouvons à tous les niveaux militer pour ça, parce qu'un jour il faudrait précisément, il faudrait qu'une nouvelle conscience émerge en Algérie. On l'a vu, il y a le Hirak qui continue, qui persiste, mais également les courants en profondeur. Je dirais les courants sous-marins qui sont en train de le sous-tendre, certainement dans un débat qui ne pourrait être à la langue que fertile. En même temps, on voit que les choses ne sont pas tranchées au niveau de l'armée, c'est-à-dire entre les clans des généraux, entre le DRS, le pouvoir, avec tout ce magma qui est le pouvoir algérien. En même temps, on voit que cette Algérie ne se rend même pas compte. Il a essayé de tout faire. Il a mené une campagne en long et en large pour que la CAF délocalise le tournoi, la 6e édition de la CAN Futsal de l'Ayoun ailleurs. Et il n'y a que l'Afrique du Sud qui l'a suivi en boycottant. Et la CAF, qu'est-ce qu'elle a fait? Et là, substituer l'île Maurice à la défection de l'Afrique du Sud. Et ils ne se rendent même pas compte qu'il n'a plus la politique de son outrecuidance. C'est Adnan Debbar. Il n'a plus les moyens de sa politique. Je voudrais terminer avec un point qui me semble important. Nous avons parlé de l'âme de Fan, c'est important, de l'histoire. Je vous dirais une chose, c'est que l'Algérie a encore 30 ans de réserve pour le pétrole, pas plus. Elle a devant elle aussi 30 ans pour construire une économie que nous souhaitons. Et il a raté 66 ans de développement. Elle a raté 66 ans de palabres et de tiers-mondisme et d'idéologie qui ne mènent à rien. On l'a vu, les résultats sont là. J'espère pour le peuple algérien, qui nous est cher, que ces 30 ans seront mis à profit pour construire une économie forte, diversifiée. La Chine est devenue la puissance économique qu'elle est aujourd'hui en 40 ans. La raison va prévaloir. Nous ne sommes pas, le Maroc n'est pas un pays envieux. Il veut un voisin fort.
Il veut un voisin avec qui commercer, avec qui échanger. Avec qui vivre ensemble, on va le dire, avec qui vivre encore et encore notre cri, avec qui vive le Maghreb. Avec qui vivre encore ensemble, il faut l'espérer. On ne choisit pas ses voisins. On ne choisit pas ses voisins, ils sont là, nous sommes là, personne ne délogera l'autre. On aura l'occasion d'en reparler. À bientôt.